Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont KO techniques. Aujourd'hui, avec une lourde rechute après 2 séances de reprise technique. C'est une baisse de 2,5% à mi-séance pour le CAC 40 et pour les marchés actions en Europe. Une lourde rechute sur fond d'aversion généralisée au risque. On voit également, par exemple, les prix des matières premières qui rebaissent assez nettement depuis quelques jours, que ce soit sur la partie énergie, pétrole, mais également sur la partie métaux industriels. Et dans ce contexte de risk-off généralisé, on voit quand même le marché obligataire qui sert de valeur refuge. Alors, on a gardé quand même l'idée que les taux sont toujours amenés à remonter, évidemment, à la normalisation des banques centrales vient à peine de commencer de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'on a atteint peut-être des niveaux un peu extrêmes et du coup, les taux et les marchés obligataires retrouvent ce rôle de valeur refuge aujourd'hui. Du côté du marché des devises, toujours beaucoup d'agitation avec une volatilité des grandes devises qui a explosé ces dernières semaines. Le dollar ne cesse d'être le roi du moment qui écrase tout sur son passage, mais il faut noter également une forte baisse de l'euro contre toute devise et l'euro-dollar, bien sûr, qui casse de nouveaux niveaux importants sous 1,05. On est même sous 1,0450 pour l'euro-dollar actuellement, ce qui complique encore un peu plus l'équation pour la Banque Centrale Européenne. On en parlera dans un instant avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Et puis nous évoquerons la situation des marchés émergents, donc dans un environnement global compliqué, les marchés émergents n'échappent pas aux difficultés du moment, mais on prendra le temps de s'intéresser ou de se réintéresser à quelques grandes zones émergentes avec l'une des gérantes des équipes de Gemway Asset, c'est Elena Kocheleva qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Séance de lourde rechute donc pour les marchés actions à mi-séance en Europe. Les infos clés avec Alix Nguyen. Changement d'ambiance à Paris après une envolée de 2% hier. Le CAC chute désormais et retombe sous les 6150 points. Il en va de même pour la plupart des places européennes. Les indices s'inscrivent dans le sillage de Wall Street où le Dow Jones perdait plus d'1% hier et le Nasdaq plus de 3%. La publication des prix à la consommation a entraîné la place new-yorkaise dans le rouge. On retient l'accélération de l'indice Core CPI avec une hausse de 0,6% sur un mois. L'inquiétude ambiante conduit les investisseurs à privilégier les actifs jugés les plus sûrs, à commencer par la dette souveraine. Les rendements des treasuries à 10 ans reculent. On relève que l'écart avec le rendement à 2 ans reste positif, mais continue de se réduire. Le 10 ans allemand recule aussi. Cet après-midi à 14h30, ce sont les prix à la production que le marché surveillera de près. En bourse, tous les secteurs européens sont dans le rouge. À Paris, les poids lourds de l'industrie du luxe chutent. C'est le cas de Kering, LVMH et Hermès. Du côté des publications d'entreprises pour le premier trimestre, Bouygues a publié des résultats en demi-teinte. Si son chiffre d'affaires est en progression de 6% à 8,2 milliards d'euros, son résultat net recule fortement impacté par la revente des parts d'Alstom. Son titre recule. Même tonalité du côté de Veolia Environnement. Pour 2022, le groupe confirme ses objectifs, mais fait montre de prudence quant aux incertitudes liées à la guerre en Ukraine et à la crise sanitaire en Chine, et ce malgré la forte hausse de ses résultats au premier trimestre. Pour l'exercice en cours, Veolia continue notamment de tabler sur une solide croissance organique de son chiffre d'affaires et un résultat net courant autour d'1,1 milliard d'euros. Et puis STMicroelectronics progresse dans le cadre de son Investor Day. Le groupe a indiqué viser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars en 2027 au plus tard, grâce à une demande soutenue du secteur automobile, industriel et des constructeurs de smartphones. Tendance, mon ami, 2 fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et
Évoquons la situation européenne pour entamer cette émission avec Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Parmi les mouvements du jour dans des marchés en plein désordre, voire en petit chaos aujourd'hui, on voit évidemment la devise européenne, alors contre le dollar bien sûr, qui chute lourdement. Il y a à la fois la hausse du dollar, toujours évidemment, mais de plus en plus on a quand même le sentiment que l'euro aussi, lui, baisse contre un panier de devises. La baisse de l'euro contre le yen japonais, par exemple, aujourd'hui est assez spectaculaire, Nadia. Tout ça pour dire que ça complique évidemment encore un peu plus l'équation pour la Banque Centrale Européenne et que les derniers commentaires qui ont été faits, jusqu'à ceux de Christine Lagarde hier, montrent que la fenêtre de tir pour normaliser est en train de se resserrer peut-être assez rapidement. Oui, tout à fait. Et ce qu'on voit vraiment, c'est une majorité maintenant des gouverneurs qui sont alignés avec un scénario, une première hausse en juillet, suivie d'une hausse en septembre et en décembre cette année. Et on voit même de la part des membres les plus centristes, moins de, je dirais, pushback sur ce scénario. Donc on a vraiment l'impression, si on entend les récents commentaires par les membres de la BCE, que si la BCE ne fait rien, les prix pourraient déraper. On pourrait aussi également avoir des anticipations d'inflation à moyen terme qui dérapent. Donc on sent vraiment une crainte de la part des membres de la BCE, malgré le fait qu'on est tout de même dans une situation et dans un contexte au niveau de croissance qui reste très compliqué pour la zone euro. Oui. Tout le monde a en tête encore le message et l'outlook assez effrayant livré par la Banque d'Angleterre il y a quelques jours maintenant, il y a une semaine pile, Nadia. On peut toujours expliquer de la situation de la Banque d'Angleterre par des spécificités britanniques, mais beaucoup estiment quand même que c'est un laboratoire intéressant et qu'il faut ne pas imaginer que ce qui se passe au Royaume-Uni soit très différent de ce qu'on puisse rencontrer nous aussi en zone euro, Nadia. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Alors bon, ce qu'on observe en zone euro, c'est que c'est vrai que les données ont plutôt été mitigées. On a ce qu'on voit en tout cas si on regarde les enquêtes, c'est qu'on a une économie à deux vitesses avec un secteur des services qui continue de bénéficier de de la fin des restrictions Covid et aussi du boom dans certains pays du tourisme. Donc on a un secteur service qui continue à croître, mais en revanche, on a une industrie qui souffre non seulement du conflit en Ukraine, mais aussi des mesures Covid en Chine, avec des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Donc vous avez ces deux secteurs qui évoluent de manière assez distincte, avec certains pays qui sont plus affectés que d'autres. On peut citer l'Allemagne, mais aussi l'Italie. La France, dans ce contexte, s'en sort plutôt bien. Mais effectivement, on voit tout de même que c'est un contexte qui reste très compliqué, et surtout pour les consommateurs, où malgré toutes les mesures prises par les gouvernements, on sent vraiment le moral des consommateurs est en berne, et on sent aussi une consommation qui va progressivement peut-être diminuer avec l'impact de ces hausses sur les prix de l'énergie, malgré les aides de l'État. Et donc, la Banque Centrale Européenne ne peut pas attendre que la décélération économique soit suffisante pour freiner la demande. Elle doit agir dès à présent, coûte que coûte, d'une certaine manière, Nadia ? Oui, alors on a aussi l'impression que on est dans une configuration où c'est vraiment, je dirais qu'une inflation beaucoup plus élevée que l'objectif est vraiment l'argument clé de la plupart des faucons à la BCE qui n'ont qu'une envie. Au fond, c'est vraiment sortir du territoire négatif, mais aussi arrêter arrêter le programme d'achat d'actifs en juin prochain. Donc on sent vraiment aussi que la BCE n'a pas envie de louper cette fenêtre d'opportunité qui, à mon avis, sera courte pour l'Europe. On ne pourra pas avoir un resserrement aussi agressif que celui aux États-Unis, étant donné la conjoncture qui est très différente qu'aux États-Unis. Donc vraiment une BCE qui sortira vraisemblablement du territoire négatif. On pourrait voir des taux autour de 0,5, 0,75 l'année prochaine, mais plus, ça reste tout de même très compliqué étant donné les challenges auxquels fait face la zone euro.
Est-ce qu'il faut être particulièrement inquiet aujourd'hui d'un risque nouveau de fragmentation de la zone euro? Là aussi, hein, c'est un sujet qu'on évoque régulièrement avec vous, Nadia, mais bon, les spreads se tiennent à peu près correctement, donc effectivement, du point de vue du marché, il n'y a pas d'alerte aujourd'hui spécifique, mais on a tous en tête l'histoire de la zone euro, et donc évidemment, il y a quand même beaucoup de prudence par rapport à ça. Les derniers commentaires qui ont été faits, par exemple, par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, laissent entendre qu'à ce stade, la BCE juge qu'elle n'a pas besoin de donner de détails particuliers sur un arsenal anti-fragmentation. Est-ce que c'est une position tactique, une ambiguïté que la BCE veut maintenir à ce stade, ou est-ce que ça peut être plus compliqué derrière? Oui, à mon avis, je pense que c'est vraiment une ambiguïté que la BCE veut maintenir. Et il faudra vraiment voir des spreads qui, je dirais, explosent, hein, c'est-à-dire qui deviennent hors de contrôle, hein. Même si on a un écartement, tant que je dirais que c'est de manière contrôlée, la BCE ne va pas avoir trop d'inconvénients. En revanche, si on a des spreads effectivement qui explosent, là on pourrait voir la BCE mettre en place un nouvel instrument. Mais à ce stade, on voit vraiment qu'il garde une certaine ambiguïté et qu'il laisse un peu toutes les cartes sur la table. C'est vrai qu'il faut voir comment est-ce que le process de normalisation va être amené par la BCE, parce que voir des spreads qui s'écartent un petit peu, c'est pas vraiment inquiétant. En revanche, effectivement, si on a des spreads italiens qui deviennent hors de contrôle, on va sans doute voir la BCE se prononcer sur le sujet. Mais à ce stade, effectivement, on garde une ambiguïté, je dirais, constructive à la BCE. Pour donner un ordre de grandeur, un peu de perspective, la France est à 55 points de base du 10 ans allemand. Et puis ensuite, on trouve l'Espagne, le Portugal qui sont à un peu plus de 100 points de base de l'Allemagne. Et ensuite, l'Italie qui est à 200 points de base, un peu plus également du 10 ans allemand. Merci beaucoup, Nadia. Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Prenons le temps à présent de s'intéresser aux marchés émergents. Et c'est Elena Kocheleva qui est à mes côtés en plateau pour évoquer ce thème émergent, gérante chez Gemway Assets. Bonjour Elena. Bonjour. Bienvenue. Bon, comme partout ailleurs, la situation des émergents est compliquée. On le raconte tous les jours. L'environnement global macro est compliqué pour tout le monde. Il est compliqué également pour les émergents avec le resserrement monétaire de la Fed, la force du dollar, etc. La volatilité des matières premières. Tout ça crée beaucoup de tensions, de frictions, d'incertitudes pour la sphère émergente. Néanmoins, quand on regarde les choses sur le plan de l'investissement, parmi la prudence généralisée, il y a quand même aujourd'hui des situations que vous voulez peut-être privilégier dans le portefeuille GM Equity, par exemple, Elena. Il y a quelques grands pays aujourd'hui que vous surpondérez légèrement, qui sont la Chine, l'Inde, le Brésil, et puis on pourra parler d'un joker peut-être pour 2022, qui sont les marchés du Moyen-Orient et notamment la bourse de Riyad, d'Arabie Saoudite. Mais si on prend les choses dans l'ordre, la Chine, vous avez été très prudent tout au long de l'année 2021 chez Gemway sur la Chine et l'investissement en Chine. Et puis, depuis quelques temps, vous trouvez qu'il est quand même intéressant peut-être de regarder à nouveau la Chine sur le plan de l'investissement, malgré une situation qui reste compliquée sur le plan économique et sanitaire en Chine, Elena. Effectivement, donc en fait, il y a eu un point d'inflexion fin de l'année dernière lors du rendez-vous de Politburo en décembre, où il y a eu un ton qui a changé. Il y a eu depuis un point d'inflexion qui s'est fait au niveau de la politique monétaire et également au niveau de la politique fiscale. En revanche, quid du Covid qui est arrivé de manière assez massive, importante, mi-mars à peu près. Et donc la décision du gouvernement de garder jusqu'à présent la politique zéro Covid. Et Xi Jinping l'a réitéré plusieurs fois dernièrement, de garder cette politique en cours. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, on a déjà 25% à peu près de l'économie qui est sous confinement partiel au total. Donc, c'est un niveau qui s'est stabilisé depuis mai, depuis le début du mois de mai, qui était en croissance avant. Et si on compare un petit peu sur Hong Kong, on avait une période à peu près 3 mois, avec toute la période qui a duré, qui était très compliquée, notamment pour la population âgée.
Et donc aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est plusieurs choses. Premièrement, c'est le retour du trafic un petit peu dans l'économie, donc notamment au niveau des camions. Et d'autre part, le taux de vaccination des personnes âgées de plus de 60 ans, qui est aujourd'hui aux alentours de 60%. C'est un taux qui était à 52% à fin mars, donc le taux progresse à peu près 10% par mois. Donc on estime que d'ici juillet, on devrait avoir un taux de couverture d'à peu près 80%. Et juste une petite parenthèse à ce niveau-là, il y a beaucoup de critiques effectivement sur le Sinovac, et donc globalement le vaccin chinois, mais les études montrent qu'une troisième dose voilà, des personnes âgées, notamment pour les personnes âgées, c'est déjà relativement suffisant pour réduire les risques mortels. Donc oui, vous estimez quand même que ce marathon de la lutte contre le Covid en Chine, on entre peut-être dans une... Le sprint final, j'en sais rien. Mais l'idée que les choses puissent être un peu mieux contrôlées et un peu moins strictement verrouillées autour de l'été, c'est quelque chose que vous avez en tête aujourd'hui pour l'économie chinoise et notamment pour la consommation chinoise. Oui, parce que la consommation souffre quand même. Si on regarde typiquement les chiffres, tous les chiffres de vente au détail et autres, le moral des ménages est quand même très affecté. Et voilà, l'économie industrielle également. Donc les indicateurs avancés sont plutôt vers le bas et prévoient un ralentissement fort. De fait, le deuxième trimestre, en termes de croissance du PIB et en termes des résultats des entreprises va être, j'ai envie de dire, le pire de l'année. On a vu une reprise en janvier et février. En revanche, voilà, ça s'est inversé derrière. Il ne faut pas oublier, c'est qu'en octobre-novembre, on a le 20e congrès du Parti communiste, qui est un moment important pour Xi Jinping. Aujourd'hui, la spéculation va de fait, mais probablement il va rester, avec le changement constitutionnel qui a eu lieu en 2018, il va rester au pouvoir. Aujourd'hui, plusieurs fois, il a réitéré le terme de stabilité qui est important pour lui, mais la situation d'emploi, la situation effectivement de morale des ménages et des industriels, des entreprises, c'est quand même très important. Donc on aura pour le congrès plus de 2000 personnes qui vont se déplacer à Pékin, donc il faut quand même un environnement plutôt prospère ou en tout cas stable, j'ai envie de dire, pour que ces gens se déplacent physiquement. Donc il faut un peu contrôler quand même la situation sur le terrain au niveau du Covid. Mais on sait très bien que la version Omicron, c'est pas un variant dont on peut se protéger en termes de transmission, n'est-ce pas? C'est un variant assez compliqué à contrôler, mais au moins limiter le taux de mortalité pour les personnes âgées. Donc voilà, au fur et à mesure que la vaccination du troisième dose progresse, on devrait le stress sanitaire devrait retomber un petit peu quand même dans les prochains mois. La stabilité en vue du 20e congrès, ça passe aussi par une forme de réconciliation avec les grandes plateformes technologiques chinoises. Ça n'a échappé à personne, mais on aura, j'imagine, quelques photos ou en tout cas un report d'un grand symposium qui doit se tenir la semaine prochaine et qui va réunir les officiels du parti et les dirigeants de ces grandes compagnies, les Baidu, les Tencent, Alibaba et autres. C'est quoi? C'est un moment de réconciliation important. Est-ce que c'est un signal pour l'investisseur également, Elena? C'est un signal qui, pour l'instant, malheureusement, ne se concrétise pas vraiment, pas pour toutes les entreprises d'un point de vue boursier. En revanche, lors du Politburo, du meeting de Politburo le 29 avril, il y a eu un changement de ton. Ils ont reconnu que les sociétés plateformes sont importantes pour l'emploi en Chine. Ce sont les sociétés qui emploient 200 millions de personnes quand même dans le pays. Et au premier trimestre, il y a eu beaucoup d'annonces de la part de ces sociétés de licenciements dans certains sous-segments. Donc, ils ont envoyé un signal au gouvernement. Le gouvernement a répondu. Il a dit, OK, bon, au bout de 18 mois de restrictions, on se rend compte que c'est important pour l'économie. Donc, effectivement, il y a un réchauffement, si on veut. Oui, exactement. Voilà, exactement, avec ces sociétés. De fait, aujourd'hui, c'est le secteur qui... je dirais pas forcément très surpondéré, il est légèrement surpondéré dans notre portefeuille, mais représente quasiment la moitié de notre exposition sur la Chine. Ouais.
Et du coup, si on est quand même un peu plus prudent sur la partie tech, vers quoi on a envie de se tourner quand on investit en Chine comme vous le faites aujourd'hui, Elena? Donc les secteurs, on a toujours privilégié, mais on continue à privilégier ces premières choses, localisation. Donc ça va être les marques locales qui gagnent dans cet environnement quand même, il ne faut pas l'oublier, il va rester de fait pour plusieurs années à venir. C'est cette déglobalisation, si on veut, la rupture entre les États-Unis et la Chine. N'empêche, Apple reste la marque favorite en termes de téléphone pour les Chinois, mais globalement, les marques locales quand même gagnent des parts des marchés. Et puis, dans la technologie en général, donc on trouve pas mal de pépites là-dedans. Ça, c'est la première thématique. Deuxième thématique, tout ce qui est renouvelable. Et donc, encore une fois, la partie renouvelable, il y a pas mal de chaînes de production qui se trouvent en Chine, notamment dans le solaire, et c'est 70% des productions dans le monde proviennent de Chine. Et puis, pas mal d'autres sociétés qui sont dans le renouvellement du réseau électrique et autres, qui sont alignées aussi avec la décision de Pékin, déjà de raviver l'infrastructure et les dépenses d'infrastructure cette année, parce que c'est ça qui va vraiment driver la croissance. Et il ne faut pas oublier qu'encore une fois, fin avril, Xi Jinping a réitéré les 5,5% de croissance prévus pour cette année. On ne sait pas comment il va y arriver, hein, surtout avec les anticipations pour il faudra quand même qu'il donne l'illusion qu'il y a 5,5% de croissance en Chine cette année. Quoi. Exact. Depuis 2010, ils n'ont jamais raté de beaucoup. Donc on verra, mais en tout cas, l'objectif de croissance est toujours présent. Donc probablement une accélération de politique fiscale et monétaire une fois que la situation de Covid se stabilise sur le terrain. Ouais. Autre grand pays émergent que vous privilégiez dans la zone Asie au sens large, c'est l'Inde. C'est vrai que ce n'est pas l'émergent dont on parle le plus souvent, mais c'est un pays qui continue d'afficher une croissance structurelle qui n'est pas remise en cause aujourd'hui par les investisseurs. Effectivement. En fait, l'Inde, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, il y a eu pas mal de réformes structurelles qui ont été implémentées, réformes fiscales, réformes bancaires et également immobilières qui sont très importantes pour le pays. Après, il y a eu donc l'absorption de ces réformes par l'économie et ensuite il y a le Covid. Donc en fait, depuis 18 mois, on voit ces réformes se concrétiser et apporter des fruits positifs et notamment le revenu fiscal qui surprend à chaque fois dans ce pays-là. Donc c'est un pays où on atteint entre 8 et 9% de croissance de PIB sur cette année et l'année prochaine. Donc c'est les prévisions du FMI. Et en fait, une situation plutôt bonne, et notamment le gouvernement qui se concentre davantage sur les dépenses d'infrastructures. Et je ne dirais pas qu'il veut devenir la Chine de demain, mais en tout cas attire davantage d'investissements potentiellement. Et donc, on voit cette croissance se concrétiser d'une part. Et d'autre part, la situation, j'ai envie de dire, FX, si on veut, du pays. Historiquement, c'est un pays qui est assez... assez sensible au prix de pétrole, parce qu'ils sont net importateurs du pétrole. Mais aujourd'hui, les niveaux de réserves sont bien positionnés au niveau des réserves. C'est 150 milliards de dollars de réserves pour l'Inde. Donc, ça permet de quelque part de défendre un peu la devise. Oui. Et globalement, voilà. On les a vus intervenir. Il y a eu une petite hausse de taux surprise. Ils interviennent un peu sur le Forex pour défendre la roupie. Mais ils ont les moyens de le faire. Et ils déroulent finalement un plan stratégique avec des investissements en infrastructure. C'est le thème investissement, croissance là, dans ce marché indien. C'est une population jeune et il n'y a pas de problématique d'augmentation du prix de travail, du coût de travail. Oui, bien sûr. Bon. Autre grand émergent, alors là, qui va faire l'actualité dans les prochains mois, c'est le Brésil, avec une élection présidentielle en octobre, je crois. Oui, octobre, novembre, les 2 tours. Oui. Il y a 2 tours, voilà, qui opposera donc Jair Bolsonaro, président sortant, et Lula, de retour, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. Bon, on aime toujours se passionner pour les grandes élections politiques, mais quand on est investisseur, il y a des enjeux particuliers derrière cette élection présidentielle au Brésil. Bon, aujourd'hui, l'anticipation, c'est que à peu près les 2 personnages sont centristes, les 2 politiques sont plutôt centristes. Il ne devrait pas y avoir de grandes réformes annoncées. Il n'y a pas de rupture prônée de part et d'autre. Exactement. Donc, le marché attend un Lula modéré et un Bolsonaro qui est contrôlé, j'ai envie de dire, par les équipes. Donc, ceci étant dit, donc l'écart entre les deux
se réduit. Aujourd'hui, on a 45% à peu près de voix pour Lula et une trentaine de pourcents pour Bolsonaro. Et on peut avoir, encore on a 6 mois d'ici les élections, et on peut avoir en fait l'écart qui continue à se réduire. Et l'impact, c'est que derrière, autour des élections, on peut avoir un petit peu de volatilité pour les marchés. Sur les marchés, parce que voilà, si jamais Bolsonaro perd de très peu, on peut avoir un peu la version Trump de janvier. Bien sûr, oui. Voilà, donc ça peut créer un peu de volatilité. En revanche, l'économie bénéficie des cours des matières premières élevés. Donc on a révisé depuis le début de l'année la croissance du PIB pour cette année. Bon, elle reste quand même en dessous de 1%, mais bon, c'est déjà des révisions positives. Quid de l'année prochaine? On a une problématique quand même sur l'inflation, depuis déjà mi-de l'année dernière, qui est quand même conséquente. On a une inflation à 2 chiffres depuis 8 mois déjà. En revanche, en termes de politique monétaire, et ça c'est très important, c'est qu'on a quand même passé au niveau de taux directeur de 2% en février de l'année dernière à 12,75% maintenant. Donc, en termes de politique monétaire, on est bien en avance. Donc, voilà, à ce niveau-là, le marché est plutôt... C'est vrai que généralement, beaucoup de banques centrales émergentes ont été assez proactives dès 2021 pour anticiper ce qui se passe aujourd'hui du côté de la Réserve fédérale américaine. Et puis alors, j'ai appelé ça le Joker 2022. Je dis Joker parce que c'est vrai que là aussi, alors pour le coup, c'est un petit monde dans les marchés émergents, mais on peut s'intéresser au Moyen-Orient parce qu'il y a des choses peut-être positives, constructives qui se passent là-bas. Alors, la grande bourse du Moyen-Orient, c'est la bourse de Riyad, notamment, avec l'indice qui est le Tadawul Index. Alors, vous aimez bien l'Arabie Saoudite. Je crois qu'elle est assez largement surpondérée dans le fonds J'aime Equity aujourd'hui. Elena, la question c'est, est-ce que c'est purement et simplement le thème pétrolier, hydrocarbures qui vous plaît dans le marché saoudien? C'est pas légitime. Est-ce qu'il y a d'autres histoires aussi qui apparaissent au-delà des thèmes hydrocarbures traditionnels qu'on peut regarder sur ce marché? L'Arabie Saoudite, au Moyen-Orient en général, c'est un peu littéralement le remplacement de la Russie, dans la mesure où un prix de pétrole élevé, il y a un impact infusion sur l'économie qui est positif. Sur les finances publiques et donc tout ce qui en découle, quoi. Exactement. Donc, le prix de l'essence qui est subventionné, les prix alimentaires qui sont également subventionnés, avec un potentiel de baisse de la TVA qui a été augmenté pendant la période du Covid pour compenser la baisse du pétrole à l'époque. Donc, aujourd'hui, il y a des mesures de soutien du consommateur saoudien. Donc, nous, on est largement surpondérés. Dans l'indice, c'est à peu près 4,7%. La plupart des gérants, notamment émergents, sont sous-pondérés à la région. Donc, nous, on a un petit peu pris de l'avance là-dessus. Et puis, oui, donc il y a d'une part la partie pétrolière, mais il y a tout l'aspect consommateur. Et il y a plusieurs sociétés dans le secteur qui sont déjà présents et pas mal de pipelines, pas mal de sociétés qui vont arriver en bourse cette année, l'année prochaine. Et donc, nous, notamment, on a Tadawul aussi un portefeuille qui est un investissement intéressant pour avoir cette exposition de financiarisation de l'économie quelque part. Et puis encore une fois, c'est une économie qui est jeune, donc on a l'âge moyen c'est 30 ans, le consommateur est plutôt, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais plutôt riche, mais le consommateur saoudien plutôt riche, on a quand même un PIB par capita plus de $20 000, donc ça c'est assez intéressant, et un taux de participation des femmes au marché qui est assez bas, qui augmente année après année. Donc il y a quand même des réformes positives qui sont implémentées par MBS. Donc voilà, c'est plutôt structurel. C'est assez intéressant. Et il ne faut pas oublier la devise qui est pégée au dollar. Donc dans un environnement actuel... Très volatile, d'avoir un peu de stabilité sur une paire de change, c'est intéressant. Exactement. Merci beaucoup, Elena. Merci pour ce tour d'horizon de quelques grands pays émergents que vous mettez plutôt en avant aujourd'hui, encore une fois, dans un contexte global macro qui reste compliqué et qui incite l'ensemble des investisseurs à rester globalement prudents. Elena Kocheleva qui était avec nous en plateau, gérante chez Gemway Assets. Voilà pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h pour une heure complète sur Bismart.